Au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense, la femme elle avait vachement plus de droits qu'après, notamment à la Renaissance, période où les droits des femmes ont clairement reculé. C'est par exemple donc à partir de la Renaissance que les femmes sont exclues de la sphère politique pour devenir de simples, belles et douces épouses et de charmantes mamans qui sont sous la garde de leur mari comme si elles étaient des enfants. Et pour continuer dans la joyeuseté, c'est aussi la période de la chasse aux sorcières où beaucoup de femmes furent tuées sans raison, puisque la misogynie était extrêmement présente et extrêmement oppressante. À partir du XVIIe siècle, on est un petit peu moins cruel envers les femmes, fallait se calmer à un moment. Et c'est à partir en fait de cette époque que la femme se retrouve cantonnée à deux rôles, la maman et l'épouse. Mais en même temps, c'est la nature féminine. Les femmes, elles sont pleines de douceur, de sentiments, d'émotions. Elles rêvent tout le temps au prince charmant, un petit peu comme des princesses Disney, un peu coconnes. Ouais. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Et tout ça, ça va pas aller en s'arrangeant tout de suite. Si on prend par exemple la série Mad Men, le personnage de Betty passe quasiment tout son temps à la maison, à s'occuper de ses enfants et de son petit foyer. Alors qu'il y a d'autres femmes qui travaillent. Bon, faut pas déconner, les trois quarts, c'est des secrétaires qui doivent supporter les remarques machistes de leur patron. Mais c'est un travail. Voilà, c'est un travail, c'est déjà bien. Cette révolution sexuelle dont a parlé Quentin précédemment va donner donc droit à une sexualité non reproductrice. L'une des actions que l'on retient le plus dans ce sens, c'est évidemment la loi autorisant l'avortement, donc la loi Veil en 1975. C'est une loi qui a fait beaucoup de débats, clairement, en France à l'époque. Grâce à cette loi que la femme peut enfin devenir maîtresse de sa fécondité, à travers le slogan « Un enfant si je veux, quand je veux », et aussi du coup elles se retrouvent maîtresses de leur propre corps. Et ça c'est bien. En prenant le contrôle sur leur corps et sur leur maternité, les femmes se libèrent progressivement. Et cela passe par notamment plusieurs lois, comme on l'a dit, on pense à la loi à l'avortement, mais il y a aussi la loi du droit de vote. Mais il y en a bien d'autres, comme par exemple l'autorisation des femmes à posséder un compte en banque. Avant, elles n'avaient pas le droit. Même si aujourd'hui, il y a encore des inégalités de salaire ou des difficultés pour certaines femmes d'avoir certaines carrières, genre au hasard présidente, il y a quand même des progrès qui ont été faits et sur lesquels il ne faut pas revenir. Ce qui est acquis, même s'il reste encore à faire. Et aujourd'hui, avec notre œil du XXIe siècle, le retour à la féminité et au bon soin semble être la principale motivation de la mode vintage. Mais sincèrement, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment chez la mode pin-up par rapport aux autres modes? Et pour tenter d'y répondre, nous allons comparer trois images issues de trois époques vestimentaires différentes. J'ai fait un choix. La première, c'est issu d'un magazine de mode datant de 1905. La deuxième, c'est un extrait d'un film hollywoodien des années 50. Et le troisième, c'est issu d'un blog People de 2013. Pour la première image du mannequin de 1905, on a une tenue issue d'une collection pour le mois de septembre avec un cahier des charges typique de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire un immense chapeau avec des fleurs et des plumes, avec un chignon caché en dessous, une veste avec des manches ballons extrêmement bouffantes qui descendent jusqu'au poignet, une chemise avec un col très haut, un corset extrêmement rigide, une longue jupe très plissée qui recouvre l'entièreté des jambes, même les pieds, et une petite ombrelle pour se protéger du soleil. Le tout très sombre et donnant une silhouette très chargée par rapport aux deux autres images.
Car oui, la mode de cette époque s'adresse uniquement aux femmes de classe assez aisée. Ces femmes-là n'ayant pas le droit de travailler, cette mode exclut donc tout côté pratique. On a vraiment du mal à voir aujourd'hui des femmes s'habiller comme ça, à moins d'être catégorisées de déguisement ou de carnaval ou de soirée à thème. Mais ça, c'est une autre histoire. La deuxième image met en valeur l'icône des pin-up. Marilyn Monroe présente dans le film 7 ans de réflexion. Par rapport à la première image, la tenue de Marilyn Monroe semble beaucoup plus simple et plus épurée. Il s'agit d'une robe blanche à pois noir qui se termine en haut par un fronçage et 2 bretelles en diagonale. Cette robe-là donne une silhouette qui affine l'actrice grâce à son fronçage, notamment présent au niveau du bassin, qui insiste sur l'effet moulant et qui met en valeur les formes de l'actrice. La robe se termine en dessous des genoux et donc en fait on a comme partie nue que les bras, le dos et le bas des jambes. Sinon, tout le reste est caché, ça lui donne un effet pulpeux sans pour autant la dénuder. Mention spéciale pour les petits gants blancs qui lui rajoutent une certaine distinction. J'ai choisi cette scène-là car c'est la première fois dans le film où on voit Marilyn Monroe. Donc on la découvre, on découvre son personnage et avec les affaires qu'elle se trimballe, on comprend qu'elle vient de faire les courses et que cette tenue-là, pour elle, c'est une tenue de la vie de tous les jours. Avec Marilyn Monroe, le charme et la sophistication, ça s'opère de façon quotidienne, voire même désintéressée. Vous l'aurez remarqué, là, il s'agit de Nabila lors d'une soirée de lancement de magazine en août 2013. J'ai fait ce choix-là car il me semblait intéressant de comparer une mode dite de pin-up avec une mode dite de bimbo. Et là, donc, on a Nabila en tenue de soirée. Et bon, la star de télé-réalité est bien connue pour exhiber son corps. Là, elle ne fait pas exception à la règle. Elle porte une robe très courte, couleur chair saumon avec d'épaisses bandes de noir. La matière et les coutures horizontales insistent sur l'effet moulant. La robe s'arrête à ras des cuisses et le décolleté est proéminent afin de mettre en valeur les seins gonflés. Même l'article du site dont cette photo est issue écrit, je cite, « Cette pièce ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination épousant la moindre des courbes de Nabila. » Ce qui n'est pas anodin, c'est parce que si on compare Marilyn Monroe à Nabila, eh bien on est tenté de conclure que chez la pin-up, on suggère sans montrer, alors que chez la bimbo, on assume et on se fait voir. Donc pour résumer, entre une mode style 19e siècle, c'est-à-dire rigide, très codifiée, et une mode bimbo contemporaine que l'on juge encore aujourd'hui trop vulgaire, et ben la mode pin-up, elle paraît comme un parfait équilibre entre les deux. À travers cette mode voulant mêler sensualité, pudeur, charme et distinction, élégance et simplicité, la pin-up nous inspire comme étant un retour aux sources. Retour aux sources que l'on peut appliquer dans la vie.